Plus de 60 milliards de dollars en or dorment sous nos pieds. Miracle inespéré ou nouveau piège pour le Burkina Faso. Cette somme, si colossale qu'elle dépasse l'imagination, évoque autant le vertige de l'opportunité que l'angoisse du passé. Dans les rues, l'espoir renaît. Cet or pourrait transformer la vie de millions de Burkinabés. Routes, écoles, hôpitaux, emplois, dignité retrouvée. Mais beaucoup n'osent pas y croire. L'Afrique a déjà vu tant de rêves d'or finir en cauchemar. Les souvenirs de promesses non tenues, de fortunes évaporées hantent les esprits. Devant la nation, les dirigeants jurent « Aucun gramme ne partira sans que le peuple n'en profite réellement ». Ce trésor est à nous, promettent-ils, affichant une ère nouvelle de transparence, de nationalisation et de participation des communautés locales. Cette déclaration, reprise en boucle sur les radios et les réseaux sociaux, a galvanisé les foules, mais a aussi laissé place à l'interrogation. Comment faire de cette promesse une réalité? C'est une annonce qui a secoué tout le pays. Le gouvernement vient de confirmer la découverte d'un gisement d'or gigantesque, estimé à plus de 60 milliards de dollars américains. Une fortune inouïe, cachée sous les terres rouges de Kaya, Gawa et Boulsa, qui propulse le Burkina Faso au centre de toutes les convoitises. Cette nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, réveillant les espoirs les plus fous, mais aussi les peurs les plus profondes. Pour de nombreux Burkinabés, cette découverte rappelle le Ghana au début du XXe siècle. Là-bas, la Gold Coast, comme on l'appelait alors, regorgeait de réserves aurifères. Pourtant, la population locale a longtemps vu l'or partir à l'étranger sans qu'elle n'en tire de bénéfices. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent pourquoi les villages restaient pauvres alors que le pays est devenu le deuxième producteur africain d'or. Ce parallèle historique nourrit la prudence à Ouagadougou. Ici, les enjeux dépassent les chiffres. Si le Burkina Faso échoue, il risque bien plus que de l'argent. C'est son identité, son contrôle sur ses ressources, la dignité et le futur de ses enfants qui se jouent. Un choix crucial pour la souveraineté du pays. L'or, ce n'est pas qu'un métal, c'est la clé d'un possible renouveau, mais aussi d'un possible asservissement. La réaction mondiale ne s'est pas fait attendre. Délégations étrangères, géants miniers, journalistes de tous horizons, tous les regards sont tournés vers Ouagadougou où les négociations s'intensifient. Les appétits sont à la hauteur de la découverte. Les Burkinabés sauront-ils résister à ces pressions? Les avions privés atterrissent, les hôtels affichent complets. Des représentants venus du Canada, des Émirats arabes unis, d'Australie et de Chine multiplient les rendez-vous. Chaque délégation promet monts et merveilles, mais l'histoire enseigne à se méfier des cadeaux trop brillants. Alors, cette ruée vers l'or sera-t-elle la chance tant attendue ou l'énième répétition d'une tragédie dont l'Afrique porte trop souvent les cicatrices? Les exemples abondent. Au Nigeria, la découverte du pétrole dans les années 60 avait suscité les mêmes espoirs. Aujourd'hui, le delta du Niger est ravagé, la population souffre et les promesses de prospérité se sont perdues dans la corruption et la violence. Le pays retient son souffle, partagé entre rêve et prudence. Mais qui saura vraiment profiter de cette manne? Pourquoi tant de pays africains, assis sur d'immenses réserves de minerais, restent-ils pourtant parmi les plus pauvres du monde? Cette question obsède les rues poussiéreuses de Ouagadougou depuis que la découverte d'un gisement d'or colossal a propulsé le Burkina Faso au centre des convoitises internationales. Au Niger, l'uranium illumine l'Europe, mais la majorité des foyers de Niamey subit d'interminables coupures d'électricité, et la richesse ne profite pas au peuple. En Angola, le pétrole représente plus de 90% des exportations, mais 40% des habitants n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Les milliards coulent, mais les fontaines restent sèches. Ces exemples servent d'avertissement direct au Burkina Faso, dont la population aspire à rompre ce cycle infernal. L'histoire du continent est jalonnée d'exemples douloureux où l'abondance s'est transformée en malédiction. En République démocratique du Congo, des centaines de milliards de francs CFA de coltan et d'or n'ont fait qu'alimenter les conflits, tandis que plus de 60% de la population vit encore dans la misère. Le fameux paradoxe de la richesse, théorisé par des économistes, s'incarne tragiquement dans ce pays. En Sierra Leone, la guerre civile des années 90 a été attisée par la convoitise du diamant, transformant les pierres précieuses en diamants du sang. Comment expliquer ce paradoxe cruel?
Les contrats miniers déséquilibrés, la corruption endémique, la dépendance aux cours mondiaux et l'instabilité politique transforment les trésors souterrains en mirages. Les multinationales engrangent les profits, les élites locales s'affichent dans des villas luxueuses, pendant que la population attend toujours l'école, la santé ou la route promise. Posséder de l'or ou du pétrole ne suffit pas. La richesse brute n'apporte ni la justice, ni le développement, ni la paix sociale. La malédiction des ressources n'est pas qu'une théorie, c'est une réalité vécue au quotidien par des millions de familles africaines. À Ouagadougou, la peur de voir l'histoire se répéter est palpable. Chacun s'interroge. Ce nouveau trésor profitera-t-il vraiment aux enfants de Kaya, de Banfora, de Bobo Dioulasso? Ou nourrira-t-il, une fois de plus, le cycle des frustrations et des violences? Ignorer les leçons du passé, c'est risquer de sacrifier encore une génération et de perdre une chance unique de transformer le destin national. L'exemple du Mozambique, où les revenus du gaz ont été siphonnés dans des dettes opaques, hante les débats politiques. Face à ce spectre, le capitaine Ibrahim Traoré promet une rupture totale. Transparence, nationalisation, gestion communautaire. Mais à quel prix et face à quels adversaires puissants? Les grandes compagnies minières telles que Barrick Gold ou Newmont disposent de moyens juridiques et économiques colossaux. Elles ont l'habitude de faire pression sur les nations fragiles, n'hésitant pas à engager des batailles devant des tribunaux internationaux. Le défi est immense. Comment transformer cette manne aurifère en véritable moteur de développement, sans répéter les erreurs des voisins? L'histoire récente regorge de signaux d'alerte. En Zambie, la nationalisation des mines dans les années 70 avait suscité l'espoir, mais l'absence de compétences locales et la fuite des capitaux ont plongé l'économie dans la crise. Peut-on vraiment arracher l'or aux griffes du monde entier? Au Burkina Faso, la question fait vibrer chaque conversation depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a engagé une rupture radicale avec le passé. Les débats font rage dans les marchés, les universités, les salons et même sous les arbres à palabres. La tension grimpe aussi à l'intérieur. Certains saluent l'audace du gouvernement, y voient une revanche historique et un regain de dignité. D'autres s'interrogent. Sommes-nous en train de nous isoler? Allons-nous subir des sanctions, voire fuir les capitaux ou plonger notre monnaie? Les débats s'animent à la radio, dans les cafés, sur les réseaux sociaux. Première mesure choc, l'État réclame une nationalisation partielle des plus grandes mines, exigeant une transparence totale sur chaque contrat et chaque recette. Désormais, chaque gramme d'or extrait doit être déclaré, chaque centime retracé pour le peuple. Le mot d'ordre, répété sur toutes les lèvres, pas une once ne sortira sans bénéfice pour le Burkina. Cette parole résonne comme un écho des slogans de la révolution ghanéenne, lorsque Kwame Nkrumah proclamait l'indépendance économique comme la clé de la souveraineté. Mais la reconquête a un prix. Des accords miniers, jadis signés sous des gouvernements précédents, sont purement annulés, jugés injustes ou léonins. Parfois, le pays doit racheter à prix fort des exploitations déjà en activité. Les négociations se tendent, les investisseurs étrangers agitent la menace de poursuites internationales et réclament des milliards de dollars d'indemnités. À titre d'exemple, la Tanzanie a dû verser plusieurs centaines de millions de dollars à une multinationale après avoir annulé un contrat jugé défavorable. À l'extérieur, la riposte ne tarde pas. Plusieurs États et institutions multilatérales suspendent leur aide financière. Les diplomates multiplient les avertissements. Sans coopération, plus de soutien. Plus de transfert de technologie et aucun accès aux marchés internationaux. Les grandes puissances n'acceptent pas de perdre la main sur des ressources aussi stratégiques. Le cas du Mali, confronté à la suspension de l'aide occidentale après la nationalisation de certaines mines, revient souvent dans les discussions. La bataille pour l'or ne se joue donc pas seulement dans les bureaux ou lors des négociations internationales. Elle s'incarne sur le terrain, au cœur des mines, là où l'espoir et le danger se confondent à chaque pelletée. Sur la route de Gawa, des camions surchargés croisent des cohortes de jeunes cherchant un emploi. Certains rêvent de fortune, d'autres redoutent l'accident fatal. Mais l'histoire de l'or ne se limite pas à des contrats ou des chiffres. Chaque gramme extrait pèse d'un autre cours, plus lourd encore. Celui des vies humaines et des cicatrices invisibles laissées sur la terre et ses habitants. Au Ghana, des villages entiers ont été déplacés pour laisser place à des mines à ciel ouvert, détruisant des terres agricoles ancestrales. Au Burkina Faso, le spectre de tels bouleversements inquiète. Pour le Burkina Faso, tenter d'écrire sa propre histoire expose à des enjeux vitaux.
Miser sur la souveraineté, c'est risquer de perdre des investissements nécessaires, de subir des représailles économiques, ou pire, de voir la richesse nationale confisquée par des mains invisibles. Pourtant, l'histoire montre aussi que des pays comme la Norvège, avec la création de leur fonds souverain pétrolier, ont réussi à transformer la ressource en prospérité partagée. La différence, des institutions fortes et une transparence absolue. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, le débat enflamme la jeunesse. Beaucoup applaudissent le pari de la souveraineté, voient en Traoré l'artisan d'une fierté retrouvée, mais d'autres redoutent des dérives. L'État saura-t-il garantir la transparence promise? Qui surveillera la gestion des milliards d'argent public? Le risque est réel de troquer la dépendance étrangère contre une corruption locale, ou d'ouvrir la voie aux nouveaux prédateurs internes. L'exemple du Gabon, où la manne pétrolière a enrichi une petite élite, alimente les craintes d'un scénario similaire. Quand le rêve doré vacille, le cauchemar surgit sans prévenir. Dans les galeries creusées à la va-vite sous la terre burkinabé, le sol cède par surprise. Chaque année, des dizaines de jeunes mineurs y disparaissent, avalés par l'obscurité alors qu'ils traquaient l'éclat du métal jaune. Derrière chaque accident, c'est le prix humain de cette ruée vers la fortune qui ressurgit, implacable. En Afrique du Sud, les accidents miniers ont fait des milliers de victimes. Un avertissement que le Burkina Faso ne veut pas ignorer. Près des machines, des enfants à peine adolescents peinent 16 heures par jour. On leur avait promis bourse, école, route asphaltée. Mais la misère s'accroche. Poussées par la pauvreté, les familles préfèrent envoyer leurs fils et filles trier les roches plutôt qu'attendre un hypothétique lendemain meilleur. C'est toute une génération sacrifiée sur l'autel d'un rêve collectif qui s'étiole. Cette réalité rappelle la situation en Côte d'Ivoire, où l'exploitation illégale de l'or fait disparaître l'enfance derrière la poussière et les blessures. Les traditions, elles aussi, sont broyées. Certaines mines rasent des collines sacrées, arrachent des villages entiers, effacent des lieux de mémoire. Les bulldozers font taire des rituels ancestraux transmis depuis des siècles. La cohésion sociale, déjà fragile, menace de se fissurer sous la brutalité du changement. Le trésor national se mue parfois en synonyme de fracture et d'amnésie. En Australie, les communautés aborigènes ont vu leurs sites sacrés détruits pour l'extraction minière. Au Burkina Faso, la crainte d'un tel effacement du patrimoine est omniprésente. Pourtant, la tragédie déborde des mines. Les rivières voisines noircissent, saturées de mercure et de cyanure employés pour arracher l'or à la roche. L'eau potable s'efface, remplacée par des toxines invisibles. Les enfants tombent malades, diarrhée, fièvre, tousses incessantes. Les hôpitaux, déjà démunis, croulent sous l'explosion des cancers et des pathologies respiratoires. Peu à peu, la promesse de progrès recule à mesure que la santé publique s'effondre. Dans le bassin du Niger, la pollution des eaux par l'exploitation aurifère a déjà condamné des pans entiers de l'agriculture vivière. Reste à savoir si ces promesses tiendront face à la pression du réel, car le destin du Burkina Faso se joue maintenant sur chaque choix. La moindre faille dans la gouvernance peut ouvrir la porte à un retour des anciens démons, corruption, clientélisme, mainmise étrangère. Pourtant, l'histoire reste ouverte. Malgré les drames, l'État burkinabé annonce des réformes inédites. Une offensive sans précédent s'organise pour transformer la tragédie en un espoir tangible. Le gouvernement a publié une charte minière prévoyant la participation obligatoire des communautés locales à chaque étape du processus d'exploitation. Face à l'urgence, le gouvernement tente de riposter. Fermeture de sites illégaux, création de fonds pour les victimes, interdiction officielle du travail des enfants. Mais sur le terrain, la réalité s'impose. La corruption, le manque de ressources, la pression des intérêts locaux sapent l'application des lois. Chaque décision tardive ou mal exécutée se paie aussitôt. Vie perdue, santé brisée, environnement dévasté, tissu social ébranlé. Il suffit d'un exemple, comme la région de Poura, jadis prospère, aujourd'hui marquée par l'exode et la désolation. Et si, cette fois, l'Afrique disait non? Au Burkina Faso, un nouveau modèle naît, défiant les lois non écrites de l'exploitation. La promesse est radicale. Transparence totale, accès public, rupture avec le secret qui favorisait l'élite et les cabinets étrangers. Les contrats miniers, jadis cachés, sont publiés en intégralité. Chaque Burkinabé, chaque village, peut enfin voir ce qui se jouait dans l'ombre. Sous le soleil, les coulisses du pouvoir s'ouvrent. La révolution va plus loin. Un cinquième des profits, 20%, chaque année, alimente un fonds communautaire.
Mais ce fonds n'est pas contrôlé par Ouagadougou. Ce sont les villages qui décident. Ils choisissent école, puis dispensaire, route. Les chefs locaux, les femmes, les jeunes, ce sont eux qui fixent les priorités. Pour la première fois, les villages deviennent copropriétaires de la fortune sous leurs pieds. Plus aucune cargaison d'or ne quitte le pays à l'état brut. Le raffinage devient obligatoire, sur place. La poussière d'or se transforme en lingots, en bijoux, en emplois durables. La valeur ajoutée reste au Burkina, enrichissant l'économie nationale au lieu de s'envoler vers des capitales lointaines. C'est la fin de la fuite des richesses, un signal fort. Le destin du Burkina ne s'écrit plus ailleurs. Ce type de stratégie rappelle la politique de la Malaisie, qui a su transformer ses matières premières en industrie locale forte en s'appuyant sur la transformation sur place. Pour protéger la terre, des brigades écologiques sont formées, financées directement par l'industrie minière. Elles surveillent, imposent des normes, stoppent les chantiers polluants. L'argent de l'or construit des écoles, rénove les hôpitaux, finance des bourses. Une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs, de géologues burkinabais se forme, chez elles, pour elles. Le savoir ne sera plus jamais monopole de l'étranger. L'État s'appuie sur l'exemple de la Botswana, qui a su investir dans la formation locale pour faire passer le pays du statut d'exportateur brut à celui de transformateur de diamants. Le modèle fascine. De Dakar à Kinshasa, on parle du miracle burkinabé. Des délégations viennent apprendre, rêver de copier ce schéma. À Paris, à Londres, à Toronto, d'autres voix s'inquiètent. Les anciens maîtres dénoncent les risques, menacent de retirer leurs investissements, de boycotter. Pour eux, ce n'est pas une victoire, c'est un précédent dangereux. Ils craignent l'effet domino. Si un pays réussit, d'autres pourraient suivre et remettre en cause des décennies de privilèges. Mais la promesse de souveraineté et de prospérité n'a qu'une condition. Institutions solides, transparence réelle, vigilance collective. L'opacité, la pression extérieure, la fragilité administrative, autant de menaces prêtes à faire vaciller l'édifice. Combien de rêves africains se sont déjà effondrés ainsi? Le cas du Venezuela, où l'or noir a fini par détruire l'économie faute de gestion saine, est dans toutes les têtes. La question n'est plus « le Burkina Faso osera-t-il » ? Le pas est franchi. Mais ce modèle survivra-t-il à la réalité? Ou bien reviendra-t-on au vieux cycle d'exploitation, de rêves déçus, de promesses envolées? Les premières années seront décisives. Si les revenus sont investis dans l'éducation, la santé, l'infrastructure et non dans des palais, le pays pourrait tracer une voie nouvelle. Mais l'or n'attend pas. À l'ombre des espoirs, les premiers obstacles s'accumulent déjà, testant la solidité de la révolution burkinabé. Les multinationales affûtent leurs recours juridiques. Certains acteurs locaux cherchent à contourner les nouvelles règles. Les trafics frontaliers menacent de reprendre. La vigilance doit être de chaque instant. L'or du Burkina Faso brillera-t-il enfin pour son peuple? Ou ne sera-t-il qu'une ombre de plus sur le continent? Les prochaines années seront cruciales. Chaque projet d'école, chaque route, chaque dispensaire construit avec l'argent de l'or sera une victoire. Mais chaque scandale, chaque détournement, chaque pollution non punie sera un pas vers le désastre. Plus de 60 milliards de dollars en or. Ce chiffre fait rêver, mais il fait aussi trembler. Car derrière cette fortune inédite se cache une question cruciale. Ce trésor changera-t-il vraiment la vie des Burkinabés? Les habitants de Kaya, de Gawa, de Bulsa et de centaines d'autres villages attendent des réponses concrètes. Leur quotidien reste marqué par la poussière, la chaleur, les longues marches pour trouver de l'eau. Ils veulent voir, toucher, sentir le changement. Le pays tente une rupture. Refus des modèles imposés, nationalisation des contrats, exigence de transparence, chaque gramme d'or doit profiter à la collectivité, pas seulement à une poignée d'élites ou à des multinationales lointaines. Le gouvernement promet, pas une once ne quittera la terre sans bénéfice pour la nation. Mais la mise en application de ces principes exige une vigilance de tous les instants, une mobilisation citoyenne et une capacité à résister à la tentation du gain facile. Ailleurs en Afrique, la promesse des richesses n'a souvent apporté que désillusions. En République démocratique du Congo, au Niger, en Angola, l'abondance des ressources est devenue une malédiction. Conflits, pauvreté, pillage, désespoir. Des routes défoncées, des écoles vides, des hôpitaux à l'abandon. Le Burkina Faso veut croire à un autre destin. Les Burkinabés rêvent que l'or servira à construire des ponts,
à équiper des hôpitaux, à offrir des bourses d'études, à garantir l'accès à l'eau et à l'électricité, à protéger l'environnement. Mais la tentation rôde. Déjà, les géants miniers du monde frappent à la porte. Les pressions montent, les promesses affluent, parfois accompagnées de menaces voilées. La corruption s'infiltre, discrète mais persistante. La moindre faille pourrait tout faire basculer. Il suffirait d'un contrat opaque, d'un ministre complaisant, d'un intermédiaire véreux pour que le rêve s'effondre. Au-delà de la richesse, c'est un test de souveraineté, un combat pour la dignité. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'éteindre. Le destin du Burkina Faso pourrait annoncer l'aube d'un nouveau chapitre africain. Alors, ce gisement sera-t-il la lumière tant attendue ou une nouvelle ombre sur le continent? La réponse n'appartient ni aux géologues ni aux investisseurs étrangers, mais à la volonté collective d'un pays qui veut tenir ses promesses envers ses enfants. L'enjeu dépasse l'économie. Il s'agit du droit d'un peuple à prendre en main son histoire, à sortir du cycle de dépendance et de spoliation. Si le Burkina Faso transforme cet or en route, en école, en soie, il offrira un signal puissant à toute l'Afrique. Il est possible de reprendre la main sur son destin. À ce titre, chaque citoyen burkinabé porte une part de la responsabilité collective. Pour finir, quelques pistes concrètes pour transformer cette découverte en véritable chance. Mais le défi est immense. Gouvernance, contrôle citoyen, protection de l'environnement, justice dans le partage, chaque choix comptera, chaque faiblesse sera exploitée. Le peuple burkinabé devra faire preuve de vigilance, d'unité et peut-être de sacrifice. Il faudra du temps, du courage et une vision à long terme. Les fruits de cette révolution ne tomberont pas du ciel. Ils devront être cultivés, protégés, défendus. Premièrement, instaurer une transparence totale sur tous les contrats miniers. Chaque document doit être publié, analysé, discuté publiquement, avec accès libre pour tous les citoyens. Cela permettra de réduire les risques de corruption et de renforcer la confiance entre l'État et le peuple. Deuxièmement, créer un fonds souverain national, géré par une commission indépendante composée de membres de la société civile, d'experts, d'élus locaux et de représentants des communautés. Ce fonds devra investir prioritairement dans l'éducation, la santé, l'agriculture et l'infrastructure. Troisièmement, imposer une obligation de transformation locale de l'or. Aucun lingot, aucune pépite ne doit quitter le Burkina Faso sans avoir généré de la valeur ajoutée sur place. Cela créera des emplois, renforcera le tissu industriel et réduira la dépendance à l'exportation brute. Quatrièmement, garantir la protection de l'environnement par des normes strictes, des contrôles réguliers et des sanctions exemplaires en cas de pollution. Il s'agit d'éviter que les générations futures ne payent le prix de l'or d'aujourd'hui. Cinquièmement, associer pleinement les communautés locales à chaque étape du processus, du repérage des sites à la distribution des revenus. Leur donner la parole, le pouvoir de décision et les moyens de contrôler l'action publique. Enfin, investir massivement dans la formation, former des géologues, des ingénieurs, des juristes, des gestionnaires, afin que l'expertise reste au Burkina Faso et ne soit plus importée à prix d'or. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et restez vigilants. L'histoire du Burkina Faso ne fait que commencer. Et, qui sait, elle inspirera peut-être tout un continent à reprendre son destin en main. Ce n'est qu'à ce prix, et par cette vigilance collective, que l'or du Burkina Faso brillera pour son peuple. La route sera longue, semée d'embûches, mais rien n'est impossible à une nation déterminée à écrire sa propre histoire.